ASMR French Whisper. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un livre en français d'un auteur du siècle dernier. Il s'agit de Samuel Beckett et le livre s'intitule Molloy. C'est un peu space, mais ça devrait vous plaire. Il a d'abord été édité en 1951 aux éditions de Minuit, donc c'est pas tout récent. Chapitre 1. Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivée. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m'a aidée. Seule je ne serais pas arrivée. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois. Seulement je ne sais plus travailler. Cela n'a pas d'importance, paraît-il. Moi, je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il, mais c'est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon, je n'ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles, il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne les relis pas. Quand je n'ai rien fait, il ne me donne rien, il me gronde. Cependant, je ne travaille pas pour l'argent. Pourquoi alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple, était-elle déjà morte à mon arrivée, ou n'est-elle morte que plus tard? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit, je fais dans son vase, et j'ai encore quoi qu'il en soit. C'est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit, je fais dans son vase. J'ai pris sa place. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu'un fils. J'en ai un quelque part peut-être, mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C'était une petite boniche, ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre, vous allez voir. Voilà que j'ai encore oublié son nom. Il me semble quelquefois que j'ai même connu mon fils, que je me suis occupée de lui. Puis je me dis que c'est impossible. Il est impossible que j'ai pu m'occuper de quelqu'un. J'ai oublié l'orthographe aussi, et la moitié des mots. Cela n'a pas d'importance, paraît-il. Je veux bien. C'est un drôle de type, celui qui vient me voir. C'est tous les dimanches qu'il vient, paraît-il. Il n'est pas libre les autres jours. Il a toujours soif. C'est lui qui m'a dit que j'avais mal commencé, qu'il fallait commencer autrement. Moi, je veux bien. J'avais commencé au commencement, figurez-vous, comme un vieux con. Voici mon commencement à moi. Ils vont quand même le garder si j'ai bien compris. Je me suis donné du mal.
Le voici. Il m'a donné beaucoup de mal. C'était le commencement, vous comprenez, tandis que c'est presque la fin à présent. C'est mieux ce que je fais à présent? Je ne sais pas. La question n'est pas là. Voici mon commencement à moi. Ça doit signifier quelque chose puisqu'il le garde. Le voici. Cette fois-ci, puis encore une, je pense, puis c'en sera fini, je pense, de ce monde-là aussi. C'est le sens de l'avant-dernier. Tout s'estompe. Un peu plus et on sera aveugle. C'est dans la tête. Elle ne marche plus, elle dit. Je ne marche plus. On devient muet aussi et les bruits s'affaiblissent. À peine le sujet franchi, c'est ainsi. C'est la tête qui doit en avoir assez. De sorte qu'on se dit, j'arriverai bien cette fois-ci, puis encore une autre peut-être, puis ce sera tout. C'est avec peine qu'on formule cette pensée, quand c'en est une dans un sens. Alors on veut faire attention, considérer avec attention toutes ces choses obscures, en se disant péniblement que la faute en est à soi. La faute, c'est le mot qu'on a employé, mais quelle faute? Ce n'est pas la Dieu, et quelle magie dans ces choses obscures auxquelles il sera temps, à leur prochain passage, de dire adieu. Car il faut dire adieu. Ce serait bête de ne pas dire adieu au moment voulu. Si l'on pense au contour, à la lumière de jadis, c'est sans regret. Mais on n'y pense guère. Avec quoi y penserait-on? Je ne sais pas. Il passe des gens aussi, dont il n'est pas facile de se distinguer avec netteté. Voilà qui est décourageant. C'est ainsi que je vis A et B aller lentement l'un vers l'autre, sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. C'était sur une route d'une nudité frappante, je veux dire sans haie, ni mur, ni bordure d'aucune sorte, à la campagne, car dans d'immenses champs des vaches mâchaient, couchées et debout dans le silence du soir. J'invente peut-être un peu, j'embellis peut-être, mais dans l'ensemble c'était ainsi. Elle mâche, puis avale, puis après une courte pause appelle sans effort la prochaine bouchée. Un tendon du cou remue et les mâchoires recommencent à broyer. Mais c'est peut-être là des souvenirs. La route, dure et blanche, balafrait les tendres pâturages, montait et descendait au gré des vallonnements. La ville n'était pas loin. C'étaient deux hommes, impossible de s'y tromper, un petit et un grand. Ils étaient sortis de la ville, d'abord l'un, puis l'autre, et le premier, las ou se rappelant une obligation, était revenu sur ses pas. L'air était frais car ils avaient leur manteau. Ils se ressemblaient, mais pas plus que les autres. Un grand espace les séparait d'abord. Ils n'auraient pas pu se voir, même en levant la tête et en se cherchant des yeux, à cause de ce grand espace, et puis à cause du vallonnement du terrain qui faisait que la route était en vague, peu profonde, mais suffisamment. Mais le moment vint où, ensemble, ils dévalèrent vers le même creux, et c'est dans ce creux qu'ils se rencontrèrent à la fin. Dire qu'ils se connaissaient, non, rien ne permet de l'affirmer. Mais au bruit peut-être de leurs pas, ou, avertis par quelque obscur instinct, ils levèrent la tête et s'observèrent pendant une bonne quinzaine de pas avant de s'arrêter, l'un contre l'autre. Oui, ils ne se croisèrent point, mais ils firent halte tout près l'un de l'autre, comme souvent le font à la campagne, le soir, sur une route déserte. Deux promeneurs qui s'ignorent sans que cela ait rien d'extraordinaire. Mais ils se connaissaient peut-être. Quoi qu'il en soit, maintenant ils se connaissent et se reconnaîtront, je pense, et se salueront même au plus profond de la ville. Ils se tournèrent vers la mer qui, loin à l'est, au-delà des champs, montait haut dans le ciel, pâlissant, et ils échangèrent quelques paroles.
Puis chacun reprit son chemin. A vers la ville, B à travers des régions qu'il semblait mal connaître ou pas du tout, car il avançait d'un pas mal assuré et s'arrêtait souvent pour regarder autour de lui comme celui qui cherche à fixer dans son esprit des points de repère. Car un jour peut-être il lui faudra revenir sur ses pas, on ne sait jamais. Les traîtres collines où, avec effroi, il s'engageait, sans doute ne les connaissait-il que pour les avoir vus de loin, de la fenêtre de sa chambre peut-être, ou du sommet d'un monument un jour de chagrin, ou, n'ayant rien de spécial à faire et cherchant dans l'attitude un réconfort, il avait payé ses 3 ou 6 pence et gravi jusqu'à la plateforme l'escalier en colimaçon. De là il devait tout voir. La plaine, la mer, et puis ces mêmes collines que d'aucuns appellent montagnes, indigo par endroits dans la lumière du soir, se pressant les unes derrière les autres à perte de vue, traversées par des vallées qu'on ne voit pas mais qu'on devine à cause du dégradement des tons, et puis à cause d'autres indices intraduisibles en mots et même impensables. Mais on ne les devine pas toutes, même de cette hauteur, et souvent là où on ne voit qu'un seul flanc, qu'une seule crête, en réalité il y en a 2, 2 flancs, 2 crêtes, séparées par une vallée. Mais ces collines, maintenant, il les connaît, c'est-à-dire qu'il les connaît mieux, et si jamais cela lui arrive de les contempler à nouveau de loin, ce sera, je pense, avec d'autres yeux, et non seulement cela, mais l'intérieur, tout cet espace intérieur qu'on ne voit jamais, le cerveau et le cœur et les autres cavernes où sentiments et pensées tiennent leur sabbat, tout cela bien autrement disposé. Il a l'air vieux et cela fait pitié de le voir aller tout seul après tant d'années, tant de jours et de nuits donnés, sans compter à cette rumeur qui se lève à la naissance et même avant, à cet insatiable « comment faire ?» tantôt bas, un murmure, tantôt net comme boisson du maître d'hôtel, et puis souvent se gonflant jusqu'au rugissement, pour s'en aller tout seul en fin de compte, ou presque, par des chemins inconnus à la nuit tombante, avec un bâton. C'était un grand bâton. Il s'en servait pour se pousser en avant et puis pour se défendre, le cas échéant, contre les chiens et les maraudeurs. Oui, la nuit tombait, mais l'homme était innocent, d'une grande innocence. Il ne craignait rien. Si, il craignait, mais il n'avait besoin de rien craindre. On ne pouvait rien contre lui, ou si peu. Mais ça, il l'ignorait sans doute. Moi-même, à condition d'y réfléchir, je l'ignorerais aussi. Il se voyait menacé dans son corps, dans sa raison, et il l'était peut-être, malgré son innocence. Que vient faire l'innocence là-dedans? Quel rapport avec les innombrables agents du malin? Ce n'est pas clair. Il portait un chapeau pointu, il m'en souvient, comme je ne l'aurais pas été par une casquette, par exemple, ou par un melon. Je le regardais s'éloigner, gagné par son inquiétude. Enfin, par une inquiétude qui n'était pas nécessairement la sienne, mais dont il faisait en quelque sorte partie. C'était, qui sait, mon inquiétude à moi qui le gagnait, lui. Il ne m'avait pas vu. J'étais juché au-dessus du niveau le plus élevé de la route et plaqué par-dessus le marché contre un rocher de la même couleur que moi, je veux dire gris. Qu'il aperçut le rocher, c'est probable. Il regardait autour de lui, je l'ai déjà fait remarquer, comme pour graver dans sa mémoire les caractéristiques du chemin. Et il dut voir le rocher à l'ombre duquel j'étais tapi, à la façon de Belaka ou de Sordello, je ne me rappelle plus. Mais un homme, à plus forte raison moi, ça ne fait pas exactement partie des caractéristiques d'un chemin, car je veux dire que
Si par extraordinaire il doit un jour repasser par là, après un long laps de temps vaincu, ou pour chercher une chose oubliée, ou pour brûler quelque chose, c'est le rocher qu'il cherchera des yeux, et non pas le hasard à son ombre de cette chose bougeante et fugitive qu'est la chair encore vivante. Non, il ne me vit certainement pas, pour les raisons que j'ai données, et puis parce qu'il n'avait pas la tête à cela ce soir-là, pas la tête aux vivants, mais plutôt à ceux qui ne changent pas de place, ou en changent si lentement qu'un enfant s'en moquerait, sans parler d'un vieillard. Quoi qu'il en soit, je veux dire qu'il me vit ou qu'il ne me vit pas, je répète que je le regardais s'éloigner, aux prises, moi, avec la tentation de me lever et de le suivre, de le rejoindre même peut-être un jour, afin de mieux le connaître, afin d'être moi-même moins seule. Mais malgré cet élan vers lui de mon âme, au bout de son élastique, je le voyais mal à cause de l'obscurité, et puis aussi du terrain dans les plis duquel il disparaissait de temps en temps, pour réémerger plus loin, mais surtout, je crois, à cause des autres choses qui m'appelaient, et vers lesquelles également mon âme s'élançait à tour de rôle, sans méthode et affolée. Je parle naturellement des champs blanchissant sous la rosée et des animaux cessant d'y errer pour prendre leurs attitudes de nuit, de la mer dont je ne dirai rien, de la ligne de plus en plus effilée des crêtes, du ciel où sans les voir je sentais trembler les premières étoiles, de ma main sur mon genou, et puis surtout de l'autre promeneur, à Oubé, je ne me rappelle plus, qui rentrait sagement chez lui. Oui, vers ma main aussi, que mon genou sentait trembler, et dont mes yeux ne voyaient que le poignet, le dos fortement veiné et la blancheur des premières phalanges. Mais ce n'est pas d'elle, je veux parler de cette main, que je veux parler à présent, chaque chose en son temps, mais de cette A ou B, qui se dirige vers la ville d'où il vient de sortir. Mais au fond, son allure, qu'avait-elle de spécialement urbain? Il était nu-tête, il portait des espadrilles, il fumait un cigare, il se déplaçait avec une sorte de paresse flânante qui, à tort ou à raison, me semblait expressive. Mais tout cela ne prouvait rien, ne réfutait rien. Il était peut-être venu de loin, de l'autre bout de l'île même. Il allait vers cette ville pour la première fois peut-être, où il retournait après une longue absence. Un petit chien le suivait, un poméranien je crois, mais je ne crois pas. Je n'en étais pas sûre au moment même, et encore aujourd'hui je ne le suis pas, bien que j'y ai très peu réfléchi. Le petit chien suivait bien mal, à la façon des poméraniens, s'arrêtait, faisait de longues gyrations, laissait tomber, je veux dire, abandonnait, puis recommençait un peu plus loin. La constipation chez les poméraniens est signe de bonne santé. À un moment donné, préétabli si vous voulez, moi je veux bien, le monsieur revint sur ses pas, prit le petit chien dans ses bras, ôta le cigare de sa bouche et plongea son visage dans la toison orangée. C'était un monsieur, cela se voyait. Oui, c'était un poméranien orangé. Plus j'y songe, plus j'en ai la conviction. Et pourtant... Or, ce monsieur serait-il venu de loin, nu-tête, en espadrille, un cigare à la bouche, suivi d'un poméranien? N'avait-il pas plutôt l'air issu des remparts après un bon dîner, pour se promener et pour promener son chien en rêvant et pétant comme le font tant de citadins quand il fait beau? Mais ce cigare n'était-il pas en réalité un brûle-gueule peut-être, et ces espadrilles des chaussures cloutées blanchies par la poussière? Et ce chien, qu'est-ce qui l'empêchait d'être un chien errant qu'on ramasse et prend dans ses bras, par compassion, parce qu'on a erré longtemps seul, sans autre compagnie que ces routes sans fin, que ces sables, galets, marais, bruyères, que cette nature qui relève d'une autre justice, que de loin loin un coup détenu qu'on voudrait aborder, embrasser, traire, allaiter, qu'on croise, les yeux mauvais, de crainte qu'elle ne se permette des familiarités. Jusqu'au jour où, n'en pouvant plus,
dans ce monde qui pour vous est sans bras. Vous attrapez dans les vôtres les chiens galeux, les portez le temps qu'il faut pour qu'ils vous aiment, pour que vous les aimiez, puis les jetez. Il en était peut-être là, malgré les apparences. Il disparut, la chose fumant à la main, la tête sur la poitrine. Je m'explique. Des objets en voie de disparition, c'est bien à l'avance que je détourne mes regards. Les fixer jusqu'au dernier moment, non, je ne peux pas. C'est en ce sens qu'il disparut. Les yeux ailleurs, je pensais à lui, je me disais, il sera petit. Je me comprenais, je savais que je pourrais le rejoindre, tout estropié que j'étais. Je n'avais qu'à le vouloir. Et cependant non, car je le voulais. Me lever, gagner la route, me lancer en clopinant à sa poursuite. Le héler, quoi de plus facile. Il entend mes cris, se retourne, m'attend. Je suis tout contre lui, contre le chien, haletant entre mes béquilles. Il a un peu peur, un peu pitié de moi. Je le dégoûte passablement. Je ne suis pas jolie à voir, je ne sens pas bon. Ce que je veux, ce ton que je connais fait de peur, de pitié, de dégoût. Je veux voir le chien, voir l'homme, de près, savoir ce qui fume. Inspecter les chaussures, relever d'autres indices. Il est bon, il me dit ceci et cela, m'apprend des choses, d'où il vient, où il va. Je le crois, je sais que c'est ma seule chance, je crois tout ce qu'on me dit. Je ne me suis que trop refusée dans ma longue vie, maintenant je gobe tout avec avidité. Ce dont j'ai besoin, c'est des histoires. J'ai mis longtemps à le savoir, d'ailleurs je n'en suis pas sûre. Alors voilà, je suis fixée sur certaines choses, je sais certaines choses sur lui, des choses que j'ignorais, qui me tracassaient, des choses même dont je n'avais pas souffert. Quelle langue! Je suis même capable d'avoir appris quel est son métier, moi qui m'intéresse tellement au métier. Dire que je fais mon possible pour ne pas parler de moi. Dans un instant, je parlerai des vaches, du ciel, vous allez voir. Alors voilà, il me quitte. Il est pressé. Il n'avait pas l'air pressé, il flânait, je l'ai déjà fait remarquer, mais après 3 minutes d'entretien avec moi, il est pressé, il doit se dépêcher. Je le crois. Et je suis à niveau, je ne dirai pas seul, non, ce n'est pas mon genre, mais, comment dire, je ne sais pas, rendu à moi. Non, je ne me suis jamais quittée, libre, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le mot que j'entends employer. Libre de quoi faire, de ne rien faire, de savoir, mais quoi? Les lois de la conscience, peut-être, de ma conscience, que par exemple l'eau monte à mesure qu'on s'y enfonce et qu'on ferait mieux, enfin aussi bien d'effacer les textes que de noircir les marges, de les boucher jusqu'à ce que tout soit blanc et lisse et que la connerie prenne son vrai visage. Un non-sens cul et sans issue. Je fis donc bien, sans doute, enfin aussi bien de ne pas me déranger de mon poste d'observation. Mais au lieu d'observer, j'eus la faiblesse de retourner en esprit vers l'autre, vers l'homme au bâton. Ce fut alors à nouveau les murmures. Ramener le silence et le rôle des objets, je me disais. Qui sait s'il n'est pas simplement sorti prendre l'air, se décrisper, se dégourdir, se décongestionner le cerveau en faisant affluer le sang aux pieds, afin de s'assurer de bonne nuit, un heureux réveil, un lendemain enchanteur. Portait-il seulement une besace? Mais cette démarche est... Je crois que ça va sonner la fin, parce que là, les cloches de mon village vont sonner à tout va également.